Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 90 sur... Les pathologies des glandes salivaires. T'as la mémoire courte, toi, dis donc. Alors, je place bien le micro comme il faut. Hop là, c'est un petit micro-cravate aujourd'hui, car je ne suis pas chez moi. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve en ce beau début de semaine pour un petit item d'ORL. D'ailleurs, je pense que ça va être le dernier des items d'ORL. Je crois qu'on a fait quasiment le tour. Peut-être non, il y aura les tumeurs de la cavité buccale qu'on n'a pas encore refaites. Mais voilà, on a bientôt fait le tour de l'ORL, donc après ça passera peut-être à autre chose, je sais pas, un peu de chirurgie maxillofaciale, on verra ce qu'on peut se mettre sous la dent. Allez, en attendant, on va commencer directement par la clinique des lithiases submandibulaires et parotidiennes. Donc il y a des points essentiels à évoquer avant ce chapitre. Donc déjà, les lithiases, elles se traduisent par une induration dans le canal où elles se situent, et elles ont pour conséquence des événements mécaniques. Donc ça peut être soit la hernie salivaire, soit la colique salivaire, et ça peut entraîner des événements infectieux, comme une cyalodotite, ou cyalodokite, je ne sais pas comment on dit, mais je vais dire ça, cyalodotite, donc là notamment la whartonite, qui est liée à la glande de Wharton, la péricyalodotite, donc ça c'est ce qu'on appelle la péri-whartonite, et la cyaladénite, et donc ça c'est une submandibulite. Donc c'est une inflammation, une infection de la glande submandibulaire. Le diagnostic il est clinique et éventuellement échographique ou endoscopique. Donc là on peut faire une cyalandoscopie diagnostique et thérapeutique également. Et une inflammation de la glande s'appelle une cyaladénite et une inflammation du canal excréteur s'appelle une cyalodotite. La lithiase, elle entraîne rapidement une cyalodotite, donc une whartonite pour la glande submandibulaire, qui peut à son tour évoluer en cyaladénite, et donc dans ce cas, ce sera une submandibulite ou une parotidite. On va parler un peu plus des événements mécaniques. Donc en premier lieu, la hernie salivaire. Il s'agit d'une tuméfaction douloureuse de la glande au début du repas, et on peut avoir un jet de salive à l'orifice du canal en fin de repas. Donc ça traduit une hernie salivaire. Pour la colique salivaire, donc là on va avoir une douleur le long du canal en regard de la lithiase. Et il faut savoir que les calculs salivaires peuvent être longtemps asymptomatiques et un événement infectieux peut survenir longtemps après les premiers signes mécaniques. Pour les événements infectieux justement, on y vient. Donc ils peuvent concerner le canal. Donc là ça sera une cyalodotite si vous avez bien suivi. Donc en général une whartonite. Ça peut aussi concerner les tissus avoisinant le canal, donc là le plancher buccal, ça sera une péri-whartonite. Ça peut aussi être la face interne de la joue, et donc là ça sera une péristénonite, parce que le canal à la face interne de la joue c'est le sténon, pour refaire un petit rappel d'anatomie. Et enfin ça peut toucher la glande, donc on a dit canal, tissu avoisinant ou enfin la glande, et donc là ça sera une cyaladénite. Et donc en l'occurrence une submandibulite ou une parotidite. La whartonite, donc elle, qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire une douleur vive du plancher buccal qui va irradier vers l'oreille avec de la fièvre. La péri-whartonite, donc là on a une petite image, d'ailleurs une photo que j'essaierai de mettre sur Instagram. Je pense pas que ça me le coupe quand même, là c'est une bouche, bon, il n'y a rien de choquant. Donc la péri-whartonite, c'est un abcès ou une inflammation péricanalaire. Et la cyaladénite, eh bien, on aura une tuméfaction chaude, rouge et douloureuse de la glande, avec de la fièvre et du pus à l'ostium du canal. Voilà pour les trois types d'événements infectieux, enfin d'infection de la glande. Ok, donc maintenant on va voir les trois étiologies principales des pathologies des glandes salivaires. Donc là, les trois grandes causes de pathologie de glandes salivaires, ça va être les cyalites. Donc là, c'est des pathologies inflammatoires de la glande, les cyaladénites notamment, et ou du canal excréteur. Et donc là, ça serait une cyalodotite. Deuxième grande cause, ça va être les pathologies tumorales. Donc là, en l'occurrence, une prolifération bénigne ou maligne localisée de la glande. Et enfin, il y aura les cyaloses. Ça, c'est des pathologies diffuses non infectieuses du parenchyme.
Voilà pour les 3 principales causes. Donc cyalite, pathologie inflammatoire de la glande ou du canal excréteur, pathologie tumorale, cyalose, donc pathologie diffuse non infectieuse. Alors, comment est-ce qu'on peut différencier les 3 types de pathologies des glandes salivaires? Donc là, on a vu les trois types, les 3 étiologies. Donc on va voir un peu les caractéristiques. La caractéristique de la cyalite ou des cyalites, ça sera l'atteinte diffuse et douloureuse de la glande. Pour les pathologies tumorales, la caractéristique principale, ça va être une tuméfaction dure et localisée, que ce soit bénin ou malin. Et enfin les cyaloses, donc là on a vu c'est la pathologie diffuse non infectieuse, la caractéristique principale, ça va être la tuméfaction diffuse, non douloureuse et non dure de la glande. Ça sera plutôt ferme et élastique. Alors, pour parler un peu plus précisément de la cyalite, ou des cyalites plutôt, on va commencer par la cyaladénite. Donc là, il y a des cyaladénites virales, ça peut être la parotidite ourlienne, donc liée aux oreillons. Donc ça se fait de manière bilatérale du coup, quand c'est viral. Et après, il peut y avoir des cyaladénites bactériennes, et donc là, ce sera unilatéral. Les tableaux les plus typiques, ça va être la parotidite aiguë bactérienne du sujet âgé et déshydraté. Donc là, lui, pour avoir de la fièvre, une tuméfaction diffuse unilatérale d'une glande parotide qui sera chaude et douloureuse. Et cette tuméfaction de la glande parotide va soulever le lobe de l'auricule, donc au niveau du pavillon, et on retrouvera du pus au niveau du canal du sténon. Voilà pour la parotidite aiguë bactérienne. Et après, deuxième tableau le plus typique, ça va être la submandibulite. Donc là, ce sera un événement infectieux évolutif d'une lithiase au niveau du canal de Wharton. Et donc là, on aura une tuméfaction chaude et douloureuse de la région submandibulaire avec un écoulement de pus au canal de Wharton. Voilà pour les 2 principaux tableaux de cyaladénite, donc parotidite et submandibulite. Et ensuite, comme autre type de cyalite, on va avoir la cyalodochite. Donc là, la plus typique, c'est la cyalodochite lithiasique du canal de Wharton. Voilà pour les cyalites. Pour les pathologies tumorales, donc là on l'a dit, c'est une tuméfaction localisée non diffuse, qui est le plus souvent non inflammatoire, et elle est plutôt dure et non douloureuse. Donc là, la tuméfaction, elle peut être parfaitement isolée. Donc là, ça va être des tumeurs bénignes ou malignes au début de leur évolution, ou elles peuvent être accompagnées d'adénopathie, de paralysie faciale, d'une fixation au plan profond ou au plan superficiel, et ça doit faire évoquer la malignité. Donc il va falloir un peu plus s'inquiéter si on voit que c'est fixé au plan profond ou fixé au plan superficiel, mais que c'est fixé, que c'est pas mobile, quoi. Et enfin les cyaloses, donc on va voir un peu les caractéristiques. C'est une augmentation de volume chronique de plusieurs glandes salivaires principales, sans signe inflammatoire. C'est la conséquence d'une infiltration parenchymateuse globale secondaire à une pathologie générale. Donc là, ça peut être dans le cas d'une sarcoïdose, d'un Gougerot Sjogren, du VIH, etc. Et là, l'atteinte de chaque glande, elle est diffuse, indolore et non dure. C'est une consistance ferme et élastique. Voilà pour les caractéristiques des principales atteintes des glandes salivaires. Alors maintenant, on va voir un peu l'indication des examens d'imagerie devant le diagnostic d'une pathologie des glandes salivaires. Donc pour les pathologies tumorales, ce qui va suspecter une pathologie tumorale, on va faire une échographie. Donc là, on va rechercher les signes en faveur de la malignité. Donc ça sera une hétérogénéité, une nécrose, des contours irréguliers, des adénopathies, un index de résistance intratumorale élevé. Voilà, on va pouvoir aussi avec l'échographie diagnostiquer des lésions contralatérales et ça peut permettre aussi de guider une cytoponction. Voilà pour l'échographie qui a bien sa place dans les pathologies tumorales. Après, il y a aussi l'IRM parotidienne. Donc ça se fait de manière systématique avec des séquences en T1, T2 avec et sans injection de gadolinium. On pourra faire aussi des séquences FAT-SAT et des séquences en diffusion et des courbes de perfusion. Donc là, tous les types d'IRM.
Et voilà, l'association d'un coefficient ADC qui est inférieur à 1,2 et d'une courbe de perfusion de type C est très évocatrice de malignité. Donc ça c'est assez spécifique, hein. Mais voilà, globalement, si on a une courbe de perfusion de type C sur l'IRM, c'est très évocateur de malignité. Et enfin, troisième imagerie qui est utile dans la pathologie tumorale, c'est le scanner cervicothoracique injecté, dans le cas où la malignité est très probable. Donc là, c'est si on retrouve des adénopathies, un envahissement cutané, une atteinte du nerf facial, du 7. Voilà, ça on pourra faire directement le scan cervicothoracique injecté. Pour les lithiases, donc là, aucune imagerie n'est nécessaire à chaud si le tableau clinique est typique. Les examens seront demandés à distance de l'épisode douloureux, infectieux en cas de doute diagnostique et de récidive. Voilà, donc si on a un épisode infectieux et qu'on doute un peu du diagnostic et qu'il y a une récidive, ben là on pourra faire l'examen. Donc là, ben c'est l'échographie, l'examen de choix. Sinon, on pourra faire le scanner salivaire non injecté ou une cyalo-IRM. Voilà, pour les lithiases. Pour les cyaloses maintenant, donc là l'échographie permet de rechercher des lésions kystiques diffuses, des zones de collection et également de dilatation canalaire. Et l'IRM, elle permet la même analyse que l'échographie, mais avec beaucoup plus de précision. Donc voilà, si on arrive à avoir un rendez-vous pour une IRM, dans le cas d'une cyalose, eh bien on n'hésite pas. C'est toujours l'examen le plus fiable. Alors là, on a des belles images. Ouf, ah oui, en effet, là c'est... on dirait... pour ceux qui ont la ref, alors je sais plus son nom dans Harry Potter là. On dirait professeur... Ah, je me rappelle plus son nom, c'est celui qui a Voldemort dans le dos de sa tête là. Ah, j'ai un trouble de son nom, mais voilà, bon, ça me fait penser à lui, je sais pas pourquoi. Il a la tête toute déformée, le gars, le pauvre monsieur là, avec sa pathologie parotidienne, peut-être infectieuse, on va voir dans la description. En tout cas, c'est une grosse tuméfaction parotidienne. Alors, il y a une grosse description, je vais vous la traduire, enfin, je vais vous la lire. Donc, il a une volumineuse tuméfaction parotidienne droite avec une paralysie faciale partielle. Donc là, c'est une parésie du nerf facial droit, du 7 droit. On a la visualisation d'un défaut d'élévation du sourcil, qui traduit la paralysie du rameau frontal du 7. Et on a aussi le signe des cils de Souque, qui traduit la paralysie incomplète du rameau orbitaire du 7. Donc la paralysie incomplète, c'est une parésie en fait. L'association d'une paralysie faciale est fortement évocatrice de malignité, et donc lui c'est plutôt tumoral. Et à l'imagerie, eh bien, on retrouve une diffusion élevée, une perfusion élevée, et un washout inférieur à 30%, ce qui est aussi évocateur de malignité. Et donc là, pour ce monsieur, l'analyse anatomopathologique a mis en évidence un carcinome adénoïde kystique. Voilà, donc une image bien... je sais pas pourquoi il a laissé traîner ça autant de temps, c'est horrible, c'est vraiment énorme. Bon, en tout cas, je mettrai l'image sur le post Insta, comme ça vous pourrez aller voir de quoi je parle. Là, on a une iconographie clinique d'un exemple typique de cyalite. Donc là, c'est un patient de 85 ans qui est hospitalisé au long cours en long séjour, gériatrique j'imagine. Il présente une douleur de la parotide gauche avec de la fièvre. L'examen retrouve une tuméfaction parotidienne gauche qui va soulever le lobe de l'oreille. Elle est douloureuse à la palpation, la peau est érythémateuse et chaude en regard, et il n'y a pas de paralysie faciale. L'examen endobuccal va retrouver un écoulement purulent au niveau de l'orifice du canal de Sténon. Donc là, c'est au niveau de la face interne de la joue, en regard du collet de la première molaire. Et là, dans ce cas, il s'agit d'une parotidite aiguë bactérienne. Voilà pour ce monsieur. Je mettrai aussi les images. Alors, on va voir maintenant les 3 causes principales de cyalite. Donc là, ça va être les infections virales, les infections bactériennes et les pathologies lithiasiques. Les cyalites virales et bactériennes sont des infections de la glande, et donc on va parler de cyaladénite. Les pathologies lithiasiques, elles, sont des pathologies obstructives des canaux excréteurs, et donc là on parlera de cyalodochite. Pour les cyalites virales, donc là, les virus les plus souvent incriminés, ça va être le virus des oreillons,
Donc là, ce sera les sialites ourliennes. Ce sera les virus de Coxsackie, type A et B, influenza et para-influenza, et également le cytomégalovirus. Ça concerne d'ailleurs plus souvent la parotide que la glande submandibulaire, et dans les sialites virales, on a une atteinte bilatérale. Pour les sialites bactériennes, donc là elles sont unilatérales le plus souvent. Le tableau est assez typique, en fait on a une parotidite aiguë bactérienne du sujet âgé et déshydraté, avec une parotidomégalie unilatérale douloureuse, avec un écoulement purulent au canal de Sténon. Donc là typiquement c'est le patient qu'on a vu juste avant de 85 ans. Voilà, il coche toutes les cases et ça c'est le tableau typique de la parotidite aiguë bactérienne. Et enfin les sialites lithiasiques, donc là ça concerne le plus souvent la glande sous-mandibulaire que la glande parotide. Et il y a des douleurs, donc de coliques salivaires, avec une inflammation irritative du canal. Donc on parle de wartonite. Et cette inflammation du canal peut diffuser au tissu avoisinant, et donc là on peut avoir une périwartonite. L'obstruction va entraîner une stase de la salive, et secondairement une augmentation de volume de la glande sous-mandibulaire, donc ça fera une hernie salivaire. Ça peut même entraîner une véritable submandibulite bactérienne. La sialodochite lithiasique peut donc se compliquer in fine d'une sialadénite bactérienne. C'est pour ça qu'il faut le diagnostiquer assez rapidement. Allez, on va voir maintenant les principes du traitement des lithiases submandibulaires et parotidiennes. Donc là, les lithiases des glandes salivaires peuvent être traitées par 3 méthodes. Méthode chirurgicale, méthode sialandoscopique et la lithotripsie extracorporelle. Donc pour la chirurgie, ça se réalise par voie endobuccale et ça consiste à inciser le canal de la glande pour en extraire les lithiases, tout simplement. Lorsque les lithiases sont situées dans le tiers antérieur, l'intervention elle est réalisable sous anesthésie locale ou anesthésie générale. Par contre, lorsqu'elle est située dans les tiers moyens et postérieurs, là une anesthésie générale est nécessaire, ainsi que des manipulations de la glande par palpation externe. Pour la sialandoscopie, donc là ça nécessite du matériel spécifique, et ça consiste à introduire un endoscope à l'intérieur du canal, puis à l'aide d'instruments dédiés, donc des sondes à panier, des pinces, etc., eh bien on peut extraire le calcul directement. Le laser peut aussi être utilisé pour fragmenter des calculs de grande taille. Donc ça c'est assez spécifique. Et enfin la lithotripsie extracorporelle, elle est utilisée pour des calculs de moins de 8 mm, donc pour des calculs relativement petits. Pour le coup c'est comme pour la colite néphrétique, c'est une des mêmes méthodes. Et donc là les indications, on va voir un petit peu quelle méthode est utilisée dans quel cas. Le choix de la technique se fait en fonction de la localisation précise du calcul et de sa taille. Donc pour les calculs de plus de 8 mm, le traitement est chirurgical, quoi qu'il en soit. Pour ceux qui sont de moins de 8 mm, donc pour les calculs de la partie antérieure du canal, la chirurgie par voie endobuccale est possible, et on a vu ça peut se faire aussi par anesthésie locale. Donc voilà, c'est assez simple. Par contre, pour les calculs de moins de 8 mm qui sont dans la partie postérieure du canal, eh bien, on fera par sialandoscopie lorsqu'ils sont inférieurs à 4 mm, donc quand ils sont très petits. Et par contre, quand ils font entre 4 et 8 mm, leur extraction par sialandoscopie est plus difficile et peut nécessiter une fragmentation préalable par lithotripsie extracorporelle avant de pratiquer une sialandoscopie, ou on peut faire par laser au cours de la sialandoscopie directement. Voilà. Donc quand ils sont très gros, plus de 8 mm, chirurgie. Quand ils font moins de 8 mm et qui sont dans la partie antérieure, on peut le faire également par chirurgie. Quand ils sont très petits, donc moins de 4 mm, on fait une sialandoscopie. Et quand ils ont une taille un peu intermédiaire, on fait soit la lithotripsie, puis la sialandoscopie pour retirer les calculs, soit on peut faire la sialandoscopie avec un laser pour essayer de les fragmenter un petit peu avant de les extraire. Globalement, c'est ça. Alors, pour les principes de prise en charge des tumeurs maintenant des glandes salivaires. Donc là, les deux explorations de choix devant une pathologie tumorale des glandes salivaires sont
l'IRM injecté avec des séquences T1 et T2 de perfusion et de diffusion. Donc là, on va réaliser l'IRM avant la cytoponction, car cette cytoponction peut entraîner des modifications hémorragiques qui peuvent altérer la performance diagnostique de l'IRM. Donc on va faire l'IRM en premier lieu. Et donc là, les caractéristiques du signal en T2, du rapport de coefficient de diffusion apparent qui s'appelle l'ADC et l'aspect de la courbe de perfusion permettent d'évaluer le risque de malignité. Voilà pour ça. Alors la cytoponction, ça se fait après l'IRM et sous guidage échographique. Et le résultat, il est donné en fonction du système de Milan de 2018. Donc type 1, cytoponction de type 1, c'est-à-dire que c'est non satisfaisant pour le diagnostic. Type 2, c'est bénin. Type 3, il y a des atypies de signification indéterminée. Type 4, on a une néoplasie à potentiel incertain. Type 5, c'est suspect de malignité. Et type 6, c'est malin. Voilà, donc ça va de 1 à 6. 2, bénin. Type 6, malin. Et entre les deux, on ne sait pas trop. On ne réalise jamais de biopsie en raison du risque de lésion du nerf facial et de dissémination. Donc c'est pour ça qu'on fait une cytoponction et jamais de biopsie. Et enfin, à l'issue de ce bilan, le patient doit être revu pour lui présenter les résultats et en discuter la signification. Donc là, le traitement des pathologies tumorales, ça sera chirurgical dans tous les cas. Donc on peut faire soit une parotidectomie partielle, donc ça se fait de manière superficielle ou exofaciale si la lésion est dans le lobe superficiel, avec une conservation du nerf facial et un examen anatomopathologique extemporané. Donc ça se fait en même temps que la chirurgie. Ça veut dire, et on attend le résultat de l'examen anatomopathologique pour finir la chirurgie, savoir quelle partie de la parotide on enlève. Donc ça c'était pour la parotidectomie partielle. Après, en cas de malignité en extemporané, justement, donc si on a l'examen anatomopathologique qui montre que c'est malin, on va faire une parotidectomie totale avec un évidement cervical homolatéral. Donc voilà. Et enfin, on peut aussi faire une submandibulectomie, donc le retrait de la glande submandibulaire. Là, on ne le fait pas de manière partielle, ça se fait entièrement, puisqu'elle est plus petite, cette glande. Et donc en post-opératoire, il ne faut pas oublier certaines choses, le dispositif d'annonce, la discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire, une possible radiothérapie post-opératoire qui est une option assez fréquente, et enfin un projet thérapeutique qui est ensuite exposé au patient avec les détails d'un plan personnalisé de soins. Voilà pour le traitement des pathologies tumorales des glandes salivaires. Et là, on va pas tout à fait finir, il reste 2 sous-parties. Et donc là, on va parler des indications des biopsies des glandes salivaires accessoires. Donc là, on n'est pas sur les glandes salivaires principales, on est sur les glandes salivaires accessoires. Donc la biopsie des glandes salivaires accessoires, qu'on peut raccourcir par BGSA, ça consiste à prélever quelques glandes salivaires accessoires dans le but de pratiquer un examen anatomopathologique, le plus souvent dans le cadre de pathologies de système, donc pour essayer de diagnostiquer des maladies auto-immunes. Lupus, qu'est-ce qu'on a comme autre pathologie? Gougerot, voilà, on va sans doute les voir juste après. Il s'agit d'un acte simple qui est réalisé sous anesthésie locale. Donc là, une petite incision est pratiquée au niveau de la muqueuse de la lèvre inférieure. Et puis, quelques glandes salivaires accessoires sont réséquées et adressées pour faire une analyse anatomopathologique. La fermeture de cette petite incision, elle est réalisée par quelques points résorbables, soit directement, soit après avoir fait une hémostase bipolaire, donc avec une pince qui va venir cautériser un petit peu. Il est recommandé d'obtenir au moins 8 mm² de surface d'analyse pour l'anatomopathologie, ce qui correspond à un prélèvement de 4 glandes de taille normale, ou 6 si elles sont de petite taille, c'est-à-dire inférieures à 2 mm.
Cette biopsie des glandes salivaires accessoires est indiquée pour la recherche des affections suivantes. Donc on va avoir l'amylose, la maladie de Gougerot-Sjögren, la sarcoïdose et d'autres maladies auto-immunes. Il est important de souligner que ces maladies affectent généralement l'ensemble des tissus salivaires, que ce soit des glandes salivaires accessoires ou des glandes salivaires principales. Le choix de réaliser une biopsie des glandes salivaires accessoires tient au caractère beaucoup plus simple de ce geste par rapport à une biopsie d'une glande salivaire principale, et oui, c'est beaucoup plus facile à prélever et moins handicapant par la suite. Il y a plusieurs critères histologiques qui sont évalués lors de l'analyse anatomopathologique. Donc déjà, on va calculer le score de Chisholm. Donc celui-ci, ce score va refléter l'infiltrat lymphoplasmocytaire de manière focale, donc à ce niveau-là. Le score 0 de Chisholm, c'est qu'il n'y a pas d'infiltrat. Le score 1, ça va de 0 à 4. Hein. Le score 1, c'est un infiltrat léger, mais qui n'a pas de foyer. Le score 2, c'est un infiltrat moyen avec moins d'un foyer par 4 mm². Le score 3, c'est un foyer par 4 mm². Et le score 4, c'est plus d'un foyer par 4 mm². Le score 2 de Chisholm, il est compatible avec une maladie de Gougerot-Sjögren. Et les scores 3 et 4 sont hautement évocateurs de ce diagnostic. Donc l'existence d'un syndrome sec avec des anticorps anti-SSA et anti-SSB va majorer considérablement la probabilité que la biopsie soit positive. Donc ensuite, après avoir fait ce score de Chisholm, on va pouvoir évaluer la recherche de dépôts amyloïdes, ce qui pourra évoquer une amylose. Ce qui peut évoquer une sarcoïdose, ce sera l'existence d'un granulome tuberculoïde inflammatoire. Et donc là, dans le cas de dans cette indication, la présence du granulome épithélioïde sans nécrose caséeuse ne permet pas d'écarter une tuberculose authentique lorsque le tableau clinique fait évoquer à la fois une sarcoïdose et à la fois une tuberculose. Donc là, pour parler un peu de la biopsie, les résultats sont très bons, généralement avec une valeur prédictive positive de plus de 95%, donc c'est excellent, dans le cadre d'une suspicion forte de la maladie de Gougerot-Sjögren, et également dans la suspicion de sarcoïdose. La sensibilité, donc ça c'était la valeur prédictive positive, la sensibilité de la BGSA, elle est de 80% pour le diagnostic d'une amylose, et entre 20 et 60% pour la sarcoïdose systémique. Donc là, on précise, pour la neurosarcoïdose, c'est 30%, donc à peu près entre les deux. Plutôt un peu fourchette inférieure. Voilà, donc pour le diagnostic d'amylose, sensibilité de 80%, donc très bon. Pour la sarcoïdose systémique, un peu moins, c'est 20 à 60% de sensibilité. Par contre, la valeur prédictive positive est très très bonne, c'est-à-dire que si on a une biopsie qui se révèle évocatrice, eh bien on a 95% de chances qu'il y ait une maladie Gougerot-Sjögren ou une sarcoïdose si on le suspecte. Et enfin, dernière partie, donc là on va faire les deux principaux types histologiques de tumeurs salivaires. Donc là on a dit que ces tumeurs des glandes salivaires peuvent être bénignes ou malignes. Donc là les deux types histologiques les plus fréquents, ça va être le cystadénolymphome, donc là une tumeur de Wharton, et ça va être aussi l'adénome pléomorphe, qui sont des tumeurs bénignes. Donc on va parler des tumeurs bénignes et ensuite les malignes. Donc pour les tumeurs bénignes, on a dit c'est des tumeurs de Wharton. Là il dit de Wharton, je comprends pas, c'est une faute de frappe ou... Parce qu'ils le disent à deux reprises, de tumeurs de Wharton, alors que pour moi ça fait référence au canal de Wharton. Bon, on va dire Wharton, mais si jamais c'est Wharton, peut-être c'est Wharton. Donc tumeur de Wharton et cystadénolymphome. Donc ça représente 45 à 55% de l'ensemble des tumeurs. Et donc ce sont des tumeurs bénignes. Et l'adénome pléomorphe, donc ça c'est 20 à 30% de l'ensemble des tumeurs. C'est également une tumeur bénigne. Généralement, voilà, c'est quand même des tumeurs bénignes au niveau des glandes salivaires. Donc, tumeur de Wharton ou cystadénolymphome, c'est pareil. Et l'adénome pléomorphe. Et enfin les tumeurs malignes, donc elles peuvent soit être primitives, soit secondaires.
Donc pour les tumeurs malignes primitives, ça va être le carcinome muco-épidermoïde, le carcinome à cellules acineuses, voilà, et le carcinome adénoïde kystique. Et donc ça sera les 3 types de tumeurs malignes primitives. Et enfin, pour les tumeurs malignes secondaires, eh bien, ce sera les métastases des carcinomes cutanés, du cuir chevelu notamment, et également les métastases des mélanomes, du cancer du rein et du cancer du sein. Le risque de malignité est d'autant plus élevé que la glande concernée est petite. La proportion malin-bénin dans la parotide est d'environ 20-80%, donc 20% de malin, 80% de bénin pour les parotides, alors que dans les glandes salivaires accessoires, c'est plutôt 60% de malin et 40% de bénin. Donc comme on l'a dit, plus la glande est petite, plus le risque de malignité est important. C'est pour ça que dans les glandes salivaires accessoires qui sont toutes petites, eh bien, il y a 60% de malin pour 40% de bénin. Voilà, et bien nous avons fini ce chapitre-là sur les pathologies des glandes salivaires. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour évaluer le podcast sur Spotify, mettre un petit commentaire aussi, ça ne mange pas de pain, et puis ça fait toujours plaisir pour référencer un petit peu le podcast un peu plus. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Instagram. Donc là, j'aurais mis les images que nous avons dans la fiche Lisa. Je mets également le lien de la fiche Lisa pour ceux qui veulent suivre en même temps que moi. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine à tous. Travaillez bien, révisez bien, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à mercredi pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao.